Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Le président Xi Jinping a rendu visite à 3 sièges de médias, CCTV, le quotidien du peuple, et l'agence de presse Xinhua. Au quotidien du peuple, le président Xi a présenté ses vœux au public à travers un message audio dans une publication de la plateforme des nouveaux médias. À l'agence de presse Xinhua, le président Xi a eu une discussion vidéo avec un journaliste qui enquête sur les performances de représentants locaux du parti dans un village provincial. Le président Xi a appelé les journalistes à continuer de creuser et à trouver des informations de première main sur des sujets comme celui-ci, car c'est dans l'intérêt du public et du parti. Le président Xi nous a également rendu visite ici à la télévision centrale de Chine et a participé à une vidéoconférence avec CCTV America à Washington. Il a félicité la chaîne dans ses efforts pour proposer 5 heures de contenu original par jour. Le Burundi aujourd'hui est en proie à la violence, le désespoir et la peur. La crise a pu commencer ici avec les ambitions présidentielles, mais il existe des signes présageant ce qui pourrait survenir. Des ingérences venant de l'étranger. D'autres composantes ethniques qui s'ajouteront au bain de sang. Des avertissements d'une possible guerre civile, voire même un génocide. Tout de suite, plus de détails. C'est en avril dernier qu'une crise a émergé au Burundi après la décision du président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un 3e mandat. Plus de 400 personnes ont perdu la vie dans ces violences et certains avancent que le bilan est certainement bien supérieur. Près de 250 000 personnes ont fui le pays. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a servi pendant la guerre civile prolongée dans le pays qui a opposé les Hutus et les Tutsis pour se terminer à la fin 2006. Et il déclare qu'il est urgent que le pays puisse résoudre ce conflit. Deux choses. L'une est de cesser la violence car le niveau de violence est extrêmement élevé. Trop de personnes meurent et si cela continue, nous allons droit vers la guerre civile, peut-être même un génocide. Deuxièmement, il faut accepter un dialogue global. Tentant de contenir la violence et par-dessus tout prévenir tout possible génocide, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a annoncé en décembre qu'il déploierait une force de maintien de la paix de 5 000 hommes au Burundi. Mais le plan est immédiatement rejeté par les autorités du Burundi. Pour moi, ce qui est important est de trouver un moyen de protéger la population par le déploiement ou d'autres biais. Mais véritablement, le plus important est de lancer le plus rapidement possible un dialogue global. L'Union africaine n'abandonne pas son plan de maintien de la paix, espérant que la réunion des chefs d'État avec des responsables de haut rang du gouvernement burundais permettra de paver la voie à un déploiement. Sur le plan diplomatique, l'Ouganda a joué un rôle majeur pour tenter de ramener les acteurs à la même table pour des discussions de paix, mais ces efforts n'ont que bafouillé sur des désaccords concernant ceux qui peuvent participer et où. L'Union africaine dispose d'observateurs des droits de l'homme et d'une armée continentale au Burundi. Et chaque semaine, ils rapportent ce qu'il s'y passe dans les incidents quotidiens. Les responsables déclarent que toute l'information sortant du pays montre le besoin urgent d'une intervention, soit du continent, soit de la communauté internationale, afin d'éviter tout risque de guerre civile. La police ougandaise a arrêté l'un des candidats à la présidentielle, le docteur Kizza Besigye, quelques heures après le scrutin. Besigye a été interpellé au siège de son parti à Kampala alors qu'il était sur le point de tenir une conférence de presse. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à Kampala pour le 2e jour d'affilée. La police et l'armée ont fermé une grande artère alors que la police procédait à l'arrestation du dirigeant de l'opposition, Kizza Besigye, aux côtés du président de son parti, Mugisha Muntu, un ancien commandant de l'armée ougandaise. Les deux hommes avaient prévu de tenir une conférence de presse au siège du parti du Forum pour le changement démocratique ou FDC à Kampala. Il s'agit de la 2e interpellation du leader de l'opposition depuis que les Ougandais ont commencé à voter. Voici la principale autoroute menant au plus grand aéroport d'Ouganda, Entebbe. Elle a été bloquée pendant plusieurs heures alors que la police était engagée dans des affrontements avec les partisans du candidat à la présidentielle, Kizza Besigye. Certaines personnes ont été blessées par des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes. De nombreuses personnes ont également été arrêtées. Mais la police a nié avoir procédé à l'arrestation des leaders de l'opposition. Les autorités ont déclaré les avoir brièvement emmenés pour les interroger après que les rapports des renseignements ont indiqué que Besigye prévoyait d'enfreindre la loi.
Nous avons annoncé au public qu'en cas de violence, la police agirait afin d'assurer l'ordre public. Nous répétons la même information. La police ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas notre pays sombrer dans le chaos. Jeudi, le président Museveni a averti que les forces de sécurité du pays agiraient contre toute personne visant à menacer la paix en Ouganda. L'ambassade américaine à Kampala a également averti ses ressortissants de ne pas sortir dans les rues de la capitale. Au Sénégal maintenant, les réactions se font entendre depuis que le Conseil constitutionnel du pays n'a pas autorisé le président Macky Sall à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel du pays n'a pas autorisé le président à réduire son mandat en cours. Sall a annoncé qu'il exercera la présidence de la République pendant 7 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Toutefois, dans un communiqué à la télévision d'État, il a annoncé qu'un référendum sur le projet de constitution et autres changements constitutionnels sera organisé en mars. La décision de Sall a provoqué des réactions mitigées à Dakar. Se fondant sur l'histoire constitutionnelle de notre pays et l'expérience d'autres États partageant la même tradition juridique, le Conseil constitutionnel considère que le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision, dont la durée préalablement fixée dans le temps est par essence intangible. Je pense que Macky Sall devrait respecter sa décision, vu qu'il avait fait une promesse. De ma part, je suis un peu déçu, parce qu'il devrait plutôt respecter sa décision au lieu de se fier à la Conseil. Il n'a pas besoin d'aller en référendum. Une promesse, c'est une dette qu'on doit payer. Il nous avait promis 5 ans, donc hors question de changer cette décision. Nous, jeunesse, nous sommes contre cette décision. L'instabilité politique en Libye a créé une ouverture à exploiter pour les militants du groupe État islamique. Voyons quel est le point de vue des experts au Caire sur la possibilité d'une intervention en Libye. Il règne une intense activité au Caire cette semaine. Le président libyen Fayez el-Sarraj et l'envoyé spécial américain pour la lutte contre l'État islamique, Brett McGurk, se trouvent au Caire pour discuter avec des membres du gouvernement égyptien. Le chef de l'armée libyenne, Khalifa Haftar, vient quant à lui de quitter la capitale égyptienne après quelques jours de visite. La question d'une intervention internationale en Libye est en discussion, mais certains analystes se montrent sceptiques. L'OTAN et les forces internationales sont rapidement intervenues pour évincer Mouammar Kadhafi du pouvoir. Lorsqu'il a quitté son poste et que le pays a été inondé d'armes, les forces internationales se sont retirées de la scène, laissant la Libye dans le chaos. Si elles reviennent, ce sera la fin de la Libye. Aucune force internationale ne sera acceptée, excepté sous le patronage de l'ONU, avec une direction arabe pour contrôler la situation. Alors que les forces de la coalition intensifient leurs attaques en Syrie et en Irak, la Libye est devenue un nouveau refuge pour les membres du groupe État islamique. Ces militants se sont infiltrés dans les pays voisins. Cela a incité l'Égypte à fournir un soutien à l'armée libyenne dans sa lutte contre l'EI. Le Caire prévoit également de se joindre aux efforts de l'ONU pour maintenir la stabilité politique dans le pays. L'Égypte, avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, doit convaincre la communauté internationale de soutenir le gouvernement libyen, réarmer et unir l'armée libyenne afin qu'elle puisse mener des opérations militaires sur le terrain contre les terroristes en s'appuyant sur l'expertise et les services de renseignement égyptiens. De cette manière, la victoire pourra être atteinte et la paix sera restaurée dans le pays. La situation en Libye se détériore de jour en jour. Bien qu'une action rapide soit nécessaire, de nombreux experts estiment ici que la solution devrait venir des pays arabes et non pas des pays étrangers. Le dirigeant de l'opposition sud-soudanaise, Riek Machar, estime que le délai de 7 jours qui lui a été imparti par le président Salva Kiir pour former un gouvernement de transition est trop court. Le porte-parole de M. Machar a précisé qu'il retournerait à Juba le 25 février au plus tôt. Quelques heures avant que le président Kiir ne présente son gouvernement de transition, l'opposition s'est exprimée quant au délai de 7 jours donné à Machar pour revenir à Juba. La communauté internationale qui garantit l'accord sait bien que le délai de séjour donné par le président Kiir n'est pas raisonnable. Il est tout simplement impossible de redéployer quelques 2000 soldats en l'espace d'une semaine.
Plus tôt cette semaine, Riek Machar a bien établi que son retour à Djouba dépendait de la démilitarisation de la capitale. Bien que l'opposition semble se méfier des décisions gouvernementales, elle semble satisfaite des progrès accomplis jusqu'à présent. La procédure suit son cours et le gouvernement déplace ses troupes hors de Djouba. Nous avons reçu aujourd'hui un message du ministère de la Défense qui précisait que l'armée avait été déplacée à quelques kilomètres de Djouba. Cela nous convient parfaitement. Nous recevons également de l'aide de la part de la communauté internationale, de Troïka, du Royaume-Uni concernant le déplacement de nos troupes vers Djouba. Selon plusieurs sources, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, souhaite que Riek Machar regagne Djouba le 25 février. Cette étape finale est décisive selon les négociateurs de paix de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Nombreux sont ceux qui estiment que le Soudan du Sud ne peut plus supporter une minute supplémentaire de guerre. La paix tant attendue dépendra du bon déroulement des événements dans les semaines qui viennent. L'économie du Soudan du Sud connaît d'énormes difficultés en raison de la baisse marquée du prix du seul produit d'exportation du pays, le pétrole. La chute des cours à l'échelle mondiale a causé une perte de revenus et une rareté de devises forte, en plus de créer un haut niveau d'inflation. Pendant que d'autres pays producteurs proposent un gel de la production, le Soudan du Sud dit vouloir continuer au même rythme pour maximiser ses revenus. Le Soudan du Sud, un pays qui a accédé à l'indépendance en 2011, dépend des revenus pétroliers pour financer jusqu'à 98% de son budget. Avec la baisse mondiale des prix du pétrole, l'économie a été durement touchée. Le niveau d'inflation au Soudan du Sud a atteint un niveau de 600% après la décision du gouvernement de dévaluer la monnaie nationale en décembre l'année dernière. Conséquence, les prix des produits alimentaires de base et de première nécessité sont montés en flèche au-delà de la portée de plusieurs citoyens. Nous, les gens ordinaires, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons même pas trouver à manger. Tout l'argent va au marché. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas vous construire une hutte. Les choses vont mal. Le Soudan du Sud produit actuellement environ 100 000 barils de pétrole brut par jour. Avant le conflit qui a débuté en décembre 2013, c'était plutôt 260 000 barils quotidiennement. L'instabilité politique et l'insécurité ont forcé les entrepreneurs à arrêter les opérations dans les champs de pétrole dans les États d'Unity et du Nil supérieur. D'autres pays producteurs de pétrole proposent un gel de la production pour freiner la chute des prix du pétrole. Mais le Soudan du Sud prétend que ce n'est pas possible parce que la production atteint déjà un niveau minimum. Même si nous réduisons la production au Soudan du Sud, cela n'aura aucun impact parce que ce que nous produisons actuellement est marginal en comparaison à ce qui se produit dans le monde. Le Soudan du Sud paye des sommes importantes pour faire passer son pétrole par le Soudan parce que le pays ne possède pas ses propres infrastructures. Le Soudan du Sud doit aussi verser des rétributions pétrolières à son voisin du Nord à la suite d'ententes conclues lors de la séparation des deux pays. La chute des prix du pétrole a rendu nécessaire des négociations pour réduire ses coûts. La pression économique accompagnée d'un haut niveau d'inflation et d'une explosion du prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité force le Soudan du Sud à maximiser sa production pour augmenter ses revenus. Même si le pays souhaite une hausse du prix du baril de pétrole, les autorités ne sont pas dans une position pour se permettre d'imposer un gel de sa production. Au Zimbabwe, la Banque centrale a été encouragée dans ses efforts de mettre un terme à la fuite de capitaux hors du pays via toute une palette de moyens illicites. Dans sa déclaration de politique monétaire au début du mois, le gouverneur de la Banque centrale, Choing Maguia, a annoncé tout un arsenal de mesures qui limiteront les mouvements de fonds offshore. À travers le non-paiement de gains à l'exportation, des investissements étrangers non approuvés, l'évasion fiscale et la contrebande, on estime que des individus et des compagnies ont siphonné illégalement plus de 1,8 milliard de dollars hors du pays en 2015. Ces fuites ont causé une hémorragie de la fragile économie et baissé les réserves de devises étrangères à l'équivalent de moins d'un mois d'exportation,
à partir du mois de décembre dernier. La Banque centrale a à présent institué des contrôles plus stricts. Une approbation est requise pour tous les retraits supérieurs à 10 000 $. Les paiements offshore des compagnies requerront une approbation et ne pourront dépasser 3% du revenu. Toutes les transactions douteuses devront être rapportées. Et les banques devront observer des règles plus strictes d'identification des clients. De moindres sorties d'argent renforceront les liquidités et donneront au gouvernement davantage d'espace fiscal et l'aideront dans ses efforts de régler les obligations de sa dette cette année. Ce sont de bonnes mesures, mais elles doivent être mises en œuvre pour qu'elles aient de la valeur. Parce que si nous n'avons pas de mécanisme sérieux de mise en œuvre, alors nous aurons des problèmes. Non seulement pour pénaliser les institutions financières, mais il doit aussi y avoir une mise en œuvre de la part des autres branches du gouvernement pour maîtriser les compagnies qui font cela. Mais d'autres observateurs disent que les contrôles d'échange pourraient aller à l'encontre de la formation du capital. Donc si je veux retirer 10 000 $, cela doit être approuvé. Donc ce que je fais, c'est que je ne mets pas l'argent à la banque, parce que je ne veux pas que la banque de réserve se mêle de mes affaires. Les gens d'affaires sont inventifs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'argent. Donc ils trouveront toujours des moyens de s'assurer de mettre leur argent à l'étranger. Cet analyste ajoute que la Banque centrale pourrait puiser dans la diaspora, estimée à environ 3 millions de personnes, afin d'introduire la permutation des actifs comme solution alternative. Une solution qui a été adoptée en Afrique du Sud est la permutation des actifs, où les gens qui veulent mettre de l'argent offshore obtiennent une autorisation fiscale. Vous vous assurez donc qu'ils paient leurs impôts, puis permutent leurs actifs avec des gens qui ont de l'argent à l'extérieur. Donc si quelqu'un veut apporter de l'argent dans le pays et que je veux sortir mon argent, nous nous associons et dès lors, l'argent reste dans le pays et nous limitons le flux. En dernière instance, les analystes d'ici disent que le Zimbabwe doit continuer sur sa voie pour améliorer le climat des investissements et le profil de risque du pays, ce qui encouragera les gens qui ont fait de l'argent à le garder ici et à en apporter plus. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'améliorations dans la méthode agricole au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs cherchent de nouveaux moyens pour améliorer le rendement. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un forage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Des chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté, car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Ils leur donnent aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour. Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kg, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kg de fourrage par jour. Peter Matenge vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs.
Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherchent à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Info. Merci de votre fidélité. Bonne suite programme.